Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Alexia Conrad, je suis journaliste à Cadre de Ville depuis le printemps dernier et je suis ravie d'animer ce focus. La salle va se remplir au fur et à mesure. On va commencer pour pas trop perdre de temps sur le programme de la journée. Vous l'avez compris, dans cette salle, nous avons abordé tout au long de la journée comment on arrive à repenser le territoire en intégrant les différents risques. Et à travers ce dernier focus de la journée, intitulé l'IA et le numérique face aux risques, simulation, aide à la décision, anticipation, quels outils pour quel métier, nous allons donc évoquer plusieurs outils pour différents corps de métier, architectes, collectivités, bailleurs et j'en passe. Certains de ces outils ont déjà apporté des premières conclusions, tandis que d'autres sont encore en phase de conception. Et pour évoquer ces sujets, je suis accompagnée de Thomas Nicolas de Lamballerie. Bienvenue. Vous êtes responsable du service d'évaluation des risques climatiques et environnementaux à la direction des risques à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a développé un outil projetant 9 aléas climatiques jusqu'à la fin du siècle et tenant compte des caractéristiques propres des projets. Vous nous parlerez de cette modélisation du risque climatique et de l'évaluation des impacts sur le risque financier. À vos côtés, Stéphanie Derouineau, bienvenue. Vous êtes directrice énergie-environnement au Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Vous allez nous présenter 3 outils à connaître dans la lutte contre les îlots de chaleur. Et enfin, nous aurons le plaisir d'écouter Adrien Pointeau et Camille Ouvrard. Bienvenue. Adrien Pointeau, vous êtes responsable des technologies dans l'agence d'architecture PCA Stream. Camille Ouvrard, vous travaillez également chez PCA Stream et vous êtes architecte spécialisé en stratégie environnementale. Vous travaillez tous les deux à la création d'un nouvel outil d'aide à la décision d'analyse des cycles de vie. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Thomas Nicolas de Lamballerie. Je le rappelle, vous êtes responsable du service d'évaluation des risques climatiques et environnementaux à la direction des risques de la Caisse des dépôts. Pourquoi un établissement financier tel que la Caisse des dépôts s'est intéressé à cette problématique ? Alors, ça fonctionne ? Ouais. La direction des risques du groupe de la Caisse des dépôts. Oui, pardon. Non, je plaisante. Oui, c'est une bonne précision. Pour ajouter encore plus de mots au titre. Alors, pourquoi est-ce qu'un établissement financier s'intéresse à cette question ? Il y a plusieurs raisons. Il y a 2 grandes raisons, on va dire. La principale et de loin, c'est que les risques climatiques, la matérialisation des aléas climatiques font porter un risque pour l'économie. En gros, on voit les aléas se multiplier et donc les acteurs économiques peuvent connaître un certain nombre de pertes ou avoir leur chaîne d'approvisionnement ou leur chaîne de production s'enrayer ou être durablement affectés. Et nous, on finance l'économie. Et donc forcément, de ce fait-là, ça a un impact sur nos clients, ça a un impact sur la qualité de notre bilan. On finance l'économie, on finance le logement. La multiplication des aléas, évidemment, c'est un problème pour nous. Donc ça, c'est la vraie bonne raison. Puis il y a une deuxième raison qui est moins bonne, mais qui est réelle, c'est que notre régulateur, donc la CPR en France, la BCE au niveau européen, s'intéresse à ce sujet puisqu'ils ont bien identifié le sujet du changement climatique comme étant le grand sujet le grand sujet de crise potentielle pour la stabilité financière européenne et mondiale au XXIe siècle. Pour eux, c'est le principal sujet, en fait, pour la stabilité financière. Et donc, de ce fait-là, ils nous demandent de nous intéresser à ce risque-là pour s'assurer qu'on le maîtrise bien. Donc, c'est vraiment sous l'angle des risques financiers qu'on regarde cette question. Pour un établissement comme la Caisse des dépôts, c'est évidemment aussi un enjeu stratégique, c'est-à-dire qu'on a un de nos grands axes stratégiques, c'est la transformation écologique. On a 100 milliards au niveau du groupe dans notre plan stratégique qui sont pour financer la transformation écologique. Et donc, faire un bon diagnostic des risques, c'est savoir quels sont les projets, quels sont les clients qu'il faut financer pour la décarbonation en priorité ou pour l'adaptation. Donc, ça rentre bien sûr dans notre stratégie. Donc voilà en gros les principales raisons pour lesquelles, en tant qu'établissement financier, on a l'obligation en fait, de s'intéresser à ces risques-là. D'accord. Alors je peux rentrer un peu dans le détail de ce qu'on fait. Donc effectivement, on a mis en place au sein de la Caisse des dépôts des méthodologies qui sont nos propres méthodologies. Alors on a fait ça parce que on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché pour les acteurs financiers. Il y a
pas mal de fournisseurs de données, il y a pas mal de fournisseurs d'outils, souvent très chers, payants, qui vont vous donner un petit bout du puzzle, qui vont vous dire, voilà, pour les sociétés cotées, on arrive on a des outils qui permettent de venir quantifier une vulnérabilité, par exemple. Pour le logement, il y a d'autres outils qui existent. Mais nous, on avait besoin d'une méthodologie harmonisée. Et donc, ça n'existe pas. Et donc, on a créé notre propre outil sur la base de données qui sont toutes des données publiques, gratuites, disponibles pour tous les citoyens, parfois un peu compliquées d'abord à identifier et à mettre en musique. Et c'est là où on intervient. Et donc, sur la partie des risques physiques, ce sur quoi on va s'intéresser avant tout, c'est la localisation de nos clients et de leurs actifs. On va tenir compte aussi des spécificités de nos clients, à la fois liées à des vulnérabilités qui sont particulières à certains secteurs d'activité. On comprend bien que face à un aléa sécheresse, par exemple, une centrale nucléaire qui a des besoins d'eau énormes pour le refroidissement de ses réacteurs, va pas être impactée de la même manière qu'un data center ou qu'une collectivité locale, qui ont tous des besoins d'eau, mais qui sont clairement dans des volumes différents. Donc on va venir tenir compte de la vulnérabilité sectorielle. Et puis enfin, on va avoir aussi un module qui va permettre de rentrer des caractéristiques très fines, soit de bâtiments, soit de nos contreparties, qui vont pouvoir venir qualifier ce risque et venir le mesurer au plus près de la réalité de nos clients. On a aussi une méthodologie interne qui nous est propre sur le risque de transition, mais c'est moins le sujet aujourd'hui, donc je vais pas en parler. Et donc, on le disait, on le fait ça sur 9 aléas climatiques. Donc ils sont listés ici, mais qui sont les aléas que, en gros, le régulateur nous conseille de regarder. Et puis c'est de toute façon les aléas qui impactent le plus le territoire français. Mais donc on a des choses comme le changement de régime des précipitations, les températures, des aléas liés aux inondations, aux tempêtes, les températures extrêmes, les vagues de chaleur en particulier, les risques liés aux sécheresses et enfin aux feux de forêt. Et donc tout ça, grâce à de la donnée, encore une fois, qui est disponible, qui est gratuite, on va venir coupler parfois les sources de données, la source principale étant vraiment DRIAS Météo France, qui est le grand laboratoire de recherche publique. Donc là, je vous mets les différentes couches cartographiques qu'on utilise. Donc DRIAS Météo France, c'est vraiment notre source principale. C'est le grand laboratoire des projections climatiques soutenues par Météo France, qui permet comme ça pour un certain nombre d'indicateurs, pour plus d'une centaine d'indicateurs, de faire des projections jusqu'à l'horizon de la fin du siècle. On va utiliser des données aussi qui sont produites par le BRGM, notamment sur les inondations, sur effectivement les territoires à risque d'inondation, mais aussi la présence d'argile ou non dans les sols, puisque le risque de rétractation et de gonflement des argiles est un risque très important lorsqu'il est couplé avec des sécheresses ou, disons, un régime d'humidité des sols qui va devenir très différent par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Et puis on utilise aussi des couches cartographiques sur les feux de forêt. Donc on arrive à projeter les conditions propices à l'émergence des feux. Et en plus, on va tenir compte du couvert forestier de la zone sur laquelle on va regarder. Donc voilà, on a des dizaines de couches cartographiques projetées qu'on va venir intégrer dans notre outil, qui vont nous permettre de faire un diagnostic complet pour un client qui a des actifs situés dans une ou plusieurs localités et qui est actif dans un secteur d'activité particulier. Voilà, et donc ça permet ensuite de faire des jolies cartes qui malheureusement finissent en général toutes par être toutes rouges. Et donc on arrive comme ça à venir quantifier le risque sur une échelle de risque qu'on a nous-mêmes calibrée, qui va de 1 à 5. Notamment les risques de vagues de chaleur au niveau de la France, mais au niveau du monde entier, en fait, à l'horizon de la fin du siècle, deviennent quasiment... toutes les parties du territoire sont concernées. Alors là, ce que je vous montre, c'est des cartes qui concernent le scénario RCP 8.5, qui est en gros une augmentation des températures de 4 degrés au niveau mondial. Mais on arrive à faire ce genre d'analyse aussi avec d'autres scénarios. Donc voilà le type de production qu'on arrive à faire. En termes peut-être de périmètre sur comment est-ce qu'on applique ça et... Justement, là, vous me montrez à grande échelle, j'imagine que vous pouvez le faire aussi à l'échelle d'une commune, et c'est justement une commune, une intercommunalité, voilà, j'imagine... Alors, donc, tous ces aléas, en fait, on arrive à les projeter. Les données dont on dispose, en gros, sont des données qui sont projetées sur une tuile territoriale, un pixel de 8 km par 8 km. Donc, quand on regarde le territoire français, c'est à peu près 9000 points. Il y a 35 000 communes. Donc, en fait,
par commune déjà, on a en moyenne par point de projection, on a à peu près 4 communes en France. Et donc effectivement, on arrive à venir extrapoler ces données-là au niveau de chaque commune de France. C'est très difficile d'aller à une maille beaucoup plus fine. Après, on peut aller à une maille beaucoup plus fine sur des aléas du type inondation ou bien sur des aléas liés notamment à la chaleur extrême avec les phénomènes d'îlots de chaleur urbain, parce qu'en fait, on arrive à venir ajouter des éléments à cette analyse-là. Mais nous, pour ce qui nous concerne, pour nos outils, en fait, le niveau communal, il est largement suffisant. Et en fait, quand on est un établissement financier et qu'on a plusieurs centaines de milliers de lignes de bilan, arriver déjà à avoir toutes les communes de localisation de tous les actifs de tous nos clients, c'est déjà une prouesse. En fait. Voilà. Donc effectivement, le niveau communal, c'est en gros le niveau le plus fin auquel on arrive à décliner ces données-là, avec effectivement quelques exceptions pour îlots de chaleur ou pour les inondations. Mais globalement, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui qui promettent de venir projeter des aléas climatiques jusqu'à l'horizon de la fin du siècle au numéro de rue près. C'est quand même, à mon sens, peut-être une question de marketing plus que de réalité en fait, de notre capacité à projeter ça. La réalité de nos capacités à projeter les conditions climatiques est quand même sur une échelle beaucoup plus large. D'accord. Et donc pour vous dire rapidement en termes de périmètre et comment est-ce qu'on applique ces méthodologies-là, et ben en fait c'est tous nos clients qui vont être concernés par l'application de ces méthodologies. Et surtout en fait ce qu'on veut, c'est qu'on veut en faire un outil de dialogue avec nos clients. Donc c'est pas un outil risque au sens classique du terme. En général, quand les commerciaux à la Caisse des dépôts, mais dans n'importe quelle banque, voient les risques arriver, en général, c'est plutôt mauvais signe et ils ne nous aiment pas beaucoup. Là, ce qu'on leur dit, c'est que cet outil, c'est pas un outil dont on va se servir pour dire non à un projet ou pour dire non à un client. C'est un outil dont on va se servir pour venir identifier des faiblesses d'un client et potentiellement en profiter pour ensuite financer ses clients sur de la résilience et sur de l'adaptation. Et donc ça, c'est vraiment très important et c'est un facteur clé pour nous. Ce n'est pas un outil qu'on utilise pour dire non, c'est un outil qu'on veut utiliser pour renforcer la résilience des territoires. Et c'est un peu l'originalité de la Caisse des dépôts par rapport à une banque commerciale, c'est que de toute façon, quand on regarde les projections sur le territoire français, ça c'est en 2050, en fait il y a des pans entiers du territoire français qui vont être très impactés par le changement climatique et par la matérialisation des aléas dès 2050. Et la Caisse des dépôts, évidemment, du fait de son rôle, elle ne peut pas sortir de ces territoires-là. Il est inimaginable qu'on arrête de financer des clients dans le sud-est de la France, alors qu'il y a un quart de la population qui vit là-bas. Donc cet outil, c'est vraiment un outil qui nous permet d'identifier où sont les besoins de renforcement de la résilience pour ensuite potentiellement venir les financer. Et alors, quand on fait là, ce qui est intéressant avec ces cartes-là, donc là, c'est des cartes où en fait on mélange tous les aléas qu'on vient scorer. Donc en fait, on mélange un peu des choux et des carottes, mais surtout on vient identifier les points du territoire où il y a la conjonction de plusieurs aléas en risque très élevé. 2050, pour vous dire, en fait, il n'y a quasiment aucune divergence de scénario d'ici à 2050. D'accord ? Donc les conditions climatiques de 2050 sont quasi certaines. Donc ça, c'est ce qui va se passer en fait. La manière dont il faut lire cette carte, c'est que la carte sur la gauche, si tout le territoire français était en bleu foncé, ça voudrait dire que les conditions en 2050 seraient exactement les mêmes que dans les années 2000. Ça ne veut pas dire qu'on se refroidirait, ça veut dire que ce serait exactement la même chose que ce qu'on a connu. Il n'y a plus du tout de bleu foncé, il reste un tout petit peu de bleu clair et il y a surtout beaucoup de rouge partout. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en 2050, quels que soient nos efforts de décarbonation aujourd'hui, on va avoir le rouge. Donc on va avoir des conditions climatiques qui seront très significativement différentes de ce qu'on a pu connaître par le passé. Et donc ça, il faut s'y adapter. Parce que ça va arriver, en fait. Donc il faut non seulement maintenir les efforts de décarbonation, parce que ça c'est pour les conditions climatiques d'après 2050, mais il faut maintenir l'effort, évidemment, et le renforcer. Mais il faut aussi s'adapter à cette situation qui est des conditions climatiques très différentes. Et si on ajoute en plus un petit filtre qui indique où sont les bassins de population en France, on se rend compte qu'ils se trouvent dans toutes les zones qui sont les plus impactées. Et ça, c'est normal. La population est attirée par les côtes, les centres urbains se sont créés autour des rivières, et on a un tropisme vers le sud. Et ça s'explique pour des raisons historiques. Mais donc, la population française est massivement située dans les zones les plus risquées. Désolé de vous annoncer autant de mauvaises nouvelles. On en est déjà pour certains très au courant
Et justement, c'est pour ça que c'est important de réagir. J'ai d'autres cartes, si vous ne m'arrêtez pas, je peux continuer sur les cartes très très longtemps. Donc. Écoutez, par rapport à cet outil, puisque je vois un peu le temps qui défile, mais je voulais savoir, vous me disiez lorsqu'on avait préparé cet entretien que la version prototype, elle existe depuis 1 an, et ça fait maintenant 6 mois que l'outil est déployé. Quels sont les premiers enseignements déjà que vous en avez tirés, même si vous en avez évoqué quelques-uns déjà? Alors, les premiers enseignements, c'est clairement, d'abord, nos clients. En fait, on avait peur de faire peur à nos clients en abordant ce sujet-là. Et nos clients, en fait, sont toujours systématiquement intéressés par ce sujet. Parfois, ils ont un niveau de connaissance important, notamment quand on est face à des décideurs publics qui ont accès à des études sur le territoire de leur commune, de leur département. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc parfois, c'est intéressant en fait, d'avoir cette représentation géographique et cette représentation un peu simplifiée de ce qui peut se passer sur un territoire. Et donc en fait, il y a beaucoup d'intérêt de la part de nos clients. Il y a beaucoup d'intérêt de la part de nos équipes commerciales, alors même qu'on leur demande d'utiliser un nouvel outil et que ça, ce n'est pas évident à la base en fait. Et donc globalement, ça intéresse. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on nous attend beaucoup sur la question du financement de l'adaptation et de la résilience, et c'est bien normal. On sait très bien qu'en France, et pas qu'en France, mais en France, on est en retard sur les questions de résilience et d'adaptation. Et on a mis l'accent, pour plein de raisons qui sont tout à fait légitimes, sur le financement de la décarbonation, et on sait qu'on n'en fait toujours pas assez, mais on ne fait quand même pas assez d'efforts sur la résilience et sur l'adaptation. Et donc nos clients nous attendent vraiment sur ces questions d'adaptation, de financement de l'adaptation, de financement aussi de tests, parce qu'en fait, on ne sait pas encore totalement ce qui fonctionne dans tous les cas. Et donc, on a besoin d'arriver à faire des tests locaux avec des solutions qui peuvent différer d'un point de vue territoire à l'autre. Et ces tests ont besoin d'être financés et soutenus. Et donc ça, on nous attend clairement sur ces sujets-là. Et concrètement, peut-être pour le préciser, vos clients, pour les personnes dans la salle qui ne sauraient pas, et vous pouvez faire une liste un peu de types de clients Alors la Caisse des dépôts finance à travers ses filiales à peu près tout type d'acteurs. Sur l'établissement public, évidemment, on est un financeur majeur du logement social. Donc une très grande partie de nos actifs sont sur le logement social. Des collectivités locales, soit directement, soit à travers l'ASFIL, soit à travers la Banque Postale. Des entreprises, soit directement, soit à travers BPI-France. Donc en fait, on finance tout type d'acteurs, avec quand même une grosse, parce que ça s'explique historiquement, une partie importante de nos encours sur logement social et collectivités locales. D'accord. Avant de laisser à la salle de poser éventuellement une ou deux questions, j'en ai encore une petite pour le complément. Je voulais savoir comment est-ce qu'on arrive ensuite, donc, par rapport à toutes ces données. Vous me disiez la suite, c'est de réussir à mettre en action concrète d'adaptation, et comment on arrive à engager ces changements. Quel est votre rôle, vous, à ce niveau-là ? Alors, nous, on a avant tout le rôle de poser un diagnostic sur la base d'une méthodologie harmonisée, utilisant de la donnée compréhensible par tous. C'est vraiment notre premier objectif, et de demander à nos commerciaux d'engager le dialogue avec nos clients pour commencer à réfléchir ensemble à des solutions d'adaptation. C'est la première étape, mais elle est vraiment nécessaire, cette étape, et elle n'est pas, force est de constater qu'elle n'est pas encore généralisée. Et donc, il faut absolument arriver à faire ça systématiquement. Et systématiquement, à terme, pouvoir intégrer des éléments de renforcement de la résilience dans tous les financements et dans tous les projets qu'on va venir financer. Encore une fois, pas en faire un outil pour dire non, mais un outil pour dire oui, mais avec des éléments de résilience en plus auxquels, à la conception, on n'avait pas forcément pensé. Donc ça, voilà, c'est changer en fait changer aussi notre prisme en tant qu'étude risque, en tant qu'équipe risque, pour venir aussi en co-construction avec nos clients, avec nos équipes de front, pour essayer de renforcer plus globalement la résilience des territoires, de nos clients, et donc par voie de conséquence, venir nous renforcer notre propre résilience en tant qu'établissement financier face à la matérialisation de ces risques. D'accord, merci. Est-ce que dans la salle,
Vous aurez une petite question. Ah, il y en a une derrière. Parce que je vous ai totalement assommé. Non. Quelqu'un a une question. Merci. Je voulais juste savoir comment est-ce que l'IA était venue vous aider dans votre démarche. Alors là, on est vraiment dans le cadre plutôt d'un exemple d'outil du numérique. En revanche, on a effectivement utilisé l'IA de plein de manières différentes, notamment dans le traitement des données. Parce qu'en fait, quand on construit un outil comme ça, avec des méthodologies comme ça demande un traitement d'une masse de données extrêmmement importante. Et donc, en fait, tout ce qui a été utilisé, tout le code sous-jacent au retraitement de ces données-là, il a été quasiment intégralement rédigé avec l'aide de l'IA, revu ensuite par des analystes qui sont capables de coder et qui sont capables de traiter de la donnée au sein de mon équipe. Donc j'ai une équipe où effectivement j'ai ce type de profil-là, mais sans cette aide au code, on aurait mis beaucoup plus de temps à faire ce qu'on a fait en quelques mois en réalité, puisqu'on s'est lancé dans cette aventure-là il y a 2 ans et demi, et on a maintenant un outil qui est pleinement déployé, et donc c'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, il n'y avait rien, en fait, on était face à une page blanche. Et donc, notamment utiliser des outils d'aide au code et puis de recherche de données, de traitement de données qui utilisent l'intelligence artificielle, ça fait gagner énormément de temps. Voilà. Mais on ne l'utilise pas pour autre chose que ça, mais on l'utilise pour ça et ça nous a fait gagner énormément de temps. Oui, dans le codage et la plateforme ensuite de l'outil n'emploie pas, n'a pas un résultat type intelligence artificielle générative tel qu'on commence à la connaître. Ce qu'on vient faire en revanche, c'est qu'on va utiliser des outils qui vont en fait venir aller chercher de la donnée, notamment dans des données d'actualité, pour venir identifier la matérialisation d'aléas qui auraient pu nous échapper, pour venir y associer des coûts économiques qui peuvent être pris dans la presse, qui peuvent être pris dans sous plusieurs formes, pour venir enrichir un nouveau chantier en fait, qu'on a lancé, qui va nous permettre de venir passer d'un système de scoring à un système d'impact financier. Et donc là, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles on a des moteurs d'IA qui nous aident à faire ça, faire de la recherche, notamment dans l'actualité, venir faire de la recherche de papier scientifique ou d'impact économique et venir agréger tout ça pour nous aider à venir calibrer des fonctions de dommages. Donc c'est dans le cadre du même chantier, mais c'est l'étape d'après en fait. C'est arriver à générer nos propres fonctions de dommages pour pouvoir dire tel type de client situé dans telle zone. Et ben demain, en fait, quand on regarde un business plan, quand on regarde des projections financières, il va falloir venir impacter ces projections financières de tant de pourcents sur les EBITDA, par exemple, parce qu'on sait qu'ils vont devoir faire face à des aléas. Donc là, pour ce genre de recherche et de matching en fait, entre de la donnée d'actualité et de la donnée financière, on utilise un outil d'IA interne à la CDC, par exemple. Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, gardez-les en tête, ne les oubliez pas. À la fin, on aura un temps d'échange et vous pourrez les poser. Stéphanie Deruino, vous êtes directrice énergie et environnement au Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Un des objectifs du CSTB est de proposer des outils pour aider la filière du bâtiment à prévenir des risques. Vous allez nous présenter donc 3 outils pour permettre de cartographier les îlots de chaleur urbains. Et déjà, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous préciser ce qu'est exactement un îlot de chaleur urbain pour savoir de quoi on parle? Oui, on va effectivement donc parler de surchauffe urbaine et plus particulièrement d'îlots de chaleur urbain. Alors, c'est quoi ce phénomène d'îlot de chaleur urbain? Eh bien, tout simplement, c'est un phénomène qui va se manifester par le fait que lorsque vous allez être en ville, la température elle va être plus élevée que dans les zones rurales qui sont aux alentours. Ce phénomène-là, vous l'avez peut-être vous-même expérimenté, très probablement, notamment pendant les périodes de canicule la nuit, là où ce phénomène est le plus intense. Alors, à quoi il est dû? Eh bien, il est dû tout simplement au fait que le tissu urbain a des propriétés thermiques qui sont très différentes de la campagne. Et concrètement, ce tissu urbain, il va avoir des propensions à beaucoup plus à la fois piéger et stocker la chaleur. Alors derrière, en réalité, la physique de tout ça est assez complexe.
Mais pour simplifier, il y a quand même quelques, on va dire, grands domaines qui sont responsables de ça. Tout d'abord, les matériaux urbains qui sont utilisés, que ce soit les revêtements sol ou les matériaux qui sont utilisés en construction. Les matériaux de construction qui, bien souvent, ont une capacité thermique importante, c'est-à-dire une capacité à absorber la chaleur, et aussi ce qu'on appelle un albédo qui est faible, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une forte capacité à absorber aussi la chaleur. Deuxième facteur extrêmement important, c'est qu'en ville, il y a moins de végétation, il y a globalement moins d'eau aussi qui est présent, et donc on ne va pas pouvoir bénéficier, quand il va faire chaud, des phénomènes de rafraîchissement liés à l'évapotranspiration. Troisième facteur aussi extrêmement important, c'est la morphologie urbaine. Les bâtiments eux-mêmes en fait, vont constituer des obstacles et des freins à la circulation d'air qui, elle aussi, est plutôt favorable au rafraîchissement. Et puis enfin, un dernier facteur que je peux peut-être citer qui est extrêmement important, c'est tout simplement l'activité humaine. Les transports, l'industrie, l'activité humaine dans sa globalité est génératrice elle-même de chaleur et donc va favoriser ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors vous avez une carte là qui est projetée. Sur cette carte, vous avez des maximales, donc c'est vraiment des maximales qui ont été observées sur les 20 dernières années. Donc c'est le passé, je ne suis pas en train de parler de devant encore, c'est le passé. Et vous voyez qu'à Paris, on a observé jusqu'à 8 degrés de température supplémentaire qui est lié à ce simple effet d'îlot de chaleur. Donc vous voyez que ce phénomène est quand même quelque chose de significatif et dans un contexte de changement climatique où on s'attend à ce que les canicules soient à la fois plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Pour ajouter aux éléments de contexte, ce qui est important aussi de se souvenir, c'est qu'à peu près 80% de la population vit dans les villes. Vous voyez donc à quel point effectivement c'est un enjeu majeur. Et en termes d'impact, qu'est-ce qu'on va avoir ? Des consommations d'énergie qui vont être impactées directement par ce phénomène d'îlot de chaleur. Le confort thermique, bien évidemment, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. Et à l'intérieur des bâtiments, on sait aujourd'hui que les problématiques de surchauffe sont des problématiques de santé publique qui sont majeures et qui vont l'être de plus en plus. Et bien évidemment, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, quand on va être dans les périodes de canicule, il va tout simplement venir se rajouter en plus du phénomène de canicule moyen. Alors bien évidemment, les collectivités se sont emparées du sujet et sont bien évidemment à la manœuvre pour mettre en place des mesures pour pouvoir adapter nos villes au changement climatique et en particulier essayer de réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain. C'est une problématique qui touche évidemment un ensemble d'acteurs, pas seulement les collectivités, puisque les gestionnaires de parcs vont aussi avoir à intégrer ce sujet, les bureaux d'études en conception-réalisation, les aménageurs, bien évidemment, qui vont ensuite mettre en œuvre les solutions qui vont être portées et poussées par les collectivités, et puis les industriels qui doivent aussi porter et pousser des solutions innovantes pour qu'on puisse traiter collectivement ce sujet majeur. Donc c'est un sujet qui est multi-acteurs et même si je l'ai touché du doigt de manière très légère, c'est un sujet qui est relativement complexe d'un point de vue purement scientifique. Et donc pour nous, CSTB, tout l'enjeu, ça a été de contribuer, et ça en partenariat très fort avec à la fois le monde académique, l'écosystème public et puis les professionnels, de contribuer à faire émerger des outils qui vont aider les uns et les autres à pouvoir s'emparer de ce sujet de l'îlot de chaleur urbain. Donc, je vais vous présenter 3 exemples derrière qui sont basés sur 3 outils qu'on a développés à différentes granularités. Premier outil, ce sont des cartographies des ICU. Ces cartographies, elles sont destinées aux collectivités. Elles ont été développées dans un projet qui s'appelle SAT for BDNB, projet dans lequel donc, ont été produites ces cartographies. Ces cartographies sont gratuites aujourd'hui, elles sont disponibles gratuitement en open source sur le site data.gouv.
Et ces cartographies, elles vont permettre quoi? Elles vont permettre de donner 5 indicateurs pour pouvoir à la fois réaliser un premier diagnostic, identifier les secteurs qui vont être les plus vulnérables, identifier des premiers leviers de manière macroscopique, en tout cas de pouvoir évaluer certains leviers, je vais vous en parler, et puis bien évidemment au final d'aider à prioriser les interventions. Sans rentrer dans les détails, ces indicateurs, ils ont été calculés sur la base d'un certain nombre de données, des données issues de la BDNB, la base de données nationale des bâtiments, dans lesquelles on est allé chercher toutes les caractéristiques des bâtiments, leurs performances, des données météorologiques, des données satellitaires, où on est allé chercher des informations justement sur l'albédo, donc les propriétés physiques des matériaux, et puis des données satellitaires sur les végétations. Et dernière source de données importante aussi, on est allé chercher des données qui sont des données INSEE, des données socio-économiques. À partir de toutes ces données, donc, il y a 5 indicateurs qui ont été produits. Un premier indicateur, là vous voyez en fait Paris et la région parisienne, un premier indicateur qui donne une idée de l'intensité de l'ICU, donc en termes d'impact sur la température. Et puis à droite, un autre indicateur qui, en complément, va utiliser les données socio-économiques et en particulier la densité de présence des populations pour pouvoir faire émerger un indicateur qui va caractériser la vulnérabilité de chacun des quartiers à la chaleur. Donc ça, c'est pour la première étape de diagnostic. Et ensuite, vous avez un jeu de 3 indicateurs qui va permettre sur 2 stratégies distinctes, là je vous en présente qu'une seule, mais il y en a 2, je vais vous en parler, d'évaluer l'impact que pourrait être par exemple ici, travailler à augmenter l'albédo urbain. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir travailler sur toutes les surfaces donc, qui voient le rayonnement solaire arriver pour pouvoir augmenter cet albédo. Donc, ça va être l'utilisation de revêtements d'étanchéité clairs, des peintures blanches et surtout ce qu'on appelle les cool materials, c'est-à-dire des matériaux aujourd'hui, des tuiles par exemple, qui vont avoir un pouvoir réfléchissant qui va être plus important. Donc avec ces indicateurs, vous avez déjà une idée de, si on déploie massivement des solutions de ce type, de comment ça peut effectivement travailler à réduire l'effet d'îlot de chaleur. En dessous, vous avez l'indicateur pour cette solution en termes de coût d'investissement. Et enfin, le dernier indicateur, efficacité de l'atténuation, qui croise l'ensemble des indicateurs pour cibler à la fois les endroits qui sont prioritaires et qui sont les plus pertinents en termes d'investissement et de coûts à envisager. Donc, vous avez ces indicateurs-là et vous avez aussi les mêmes qui sont disponibles pour une solution de type végétalisation, où on va venir planter des arbres de manière importante pour à la fois profiter de l'ombrage et bien évidemment du phénomène d'évapotranspiration. Donc, encore une fois, ces données-là, elles sont disponibles, gratuites, et sur une très grande majorité des villes de France. Donc, encore une fois, je vous invite à venir les consulter sur le site data.gouv et elles seront bientôt disponibles sur le site de la BDNB. Alors, un deuxième outil, là, cette fois-ci, la problématique, cet effet d'ICU, bien évidemment, lorsqu'on va vouloir concevoir ou rénover un bâtiment, il va falloir pouvoir l'intégrer lorsqu'on va faire des calculs de conception, intégrer cet effet d'îlot de chaleur urbain et, autant que faire se peut, avec un niveau de précision qui soit le plus adapté possible. Et donc, ce deuxième outil, en fait, il sert tout simplement à générer des fichiers météo locaux qui soient, on va dire, les plus fiables possibles, justement, pour pouvoir aborder la question de la rénovation des bâtiments en particulier. Et là, je vous montre une illustration de la manière dont nous, on l'a utilisé et valorisé. On a utilisé ces fichiers météo pour calculer un indicateur, un nouvel indicateur qu'on a sorti il y a maintenant 1 an, qui est l'indicateur de surchauffe des bâtiments,
qui a été calculé sur quasiment tous les bâtiments résidentiels de France. Vous les voyez là sur la carte de France qui est partagée. Et donc cet indicateur vous permet de savoir quel est le niveau de vulnérabilité de votre logement à la surchauffe. Et cet indicateur, aujourd'hui, vous pouvez aller le consulter si vous le souhaitez de suite sur le site gorenov.fr, qui va vous donner accès à un certain nombre de données qui sont issues de la BDNB, la base de données nationale des bâtiments. Et vous pourrez, simplement en saisissant l'adresse d'un logement, accéder justement à une évaluation de cet indicateur. Et d'ailleurs, vous le voyez, d'autres indicateurs qui sont mis à disposition. Et donc, cet indicateur qui caractérise la vulnérabilité du logement à la surchauffe et qui intègre l'effet d'ICU local. Enfin, un dernier outil pour vous montrer un petit peu la palette. Là, on descend encore plus finement dans la modélisation de la physique. Là, le besoin, ça va être, quand on va vouloir mettre en place des solutions, quand on va vouloir réaliser l'aménagement d'un quartier en intégrant cette problématique de l'ICU, on va vouloir à la fois voir comment les solutions qu'on met en place impactent sur le microclimat. Et donc là, on a besoin d'avoir une physique un tout petit peu plus fine. Et on a aujourd'hui un outil, Envibaté, qu'on utilise et sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir accompagner en particulier les aménageurs ou les industriels, on le verra derrière, pour pouvoir soit évaluer des technologies innovantes, soit évaluer des stratégies d'adaptation et d'atténuation, notamment en termes de confort thermique et de consommation de froid. Alors là, ce que je vous ai mis en petit visuel, c'est quelque chose qui est issu d'un projet qui s'appelle iCare, dans lequel on s'est mis dans le futur. Donc, nous sommes dans un scénario climatique qui arrivera malheureusement très bientôt, en période de canicule. Et on s'est posé la question de si tous les logements dans cet îlot de bâtiments étaient équipés de climatisation, quel serait l'impact sur le climat local ? Et on voit que, alors c'est un scénario assez extrême, mais on voit que si sur cet îlot de bâtiment, si effectivement on équipait tous les logements en climatisation, dans la journée, on aurait un impact de 3 degrés jusqu'à 3 degrés sur la température extérieure, rien que par le fait de l'installation de climatisation. Donc cet outil il permet de regarder ce genre de choses et de voir effectivement quels sont les impacts des stratégies qu'on peut mettre en place pour atténuer. Et là, en l'occurrence, l'impact de la climatisation. Hop, ça ne marche plus, si c'est ça. Dernier exemple sur cet outil du microclimat. On a travaillé avec Saint-Gobain sur un vitrage innovant rétro-réfléchissant. Ce vitrage, qu'est-ce qu'il fait ? Vous le voyez, je pense que le petit schéma l'illustre bien. Au lieu de renvoyer la chaleur massivement vers les zones de passage et vers de passage à la fois des véhicules et évidemment des piétons, il va renvoyer les rayonnements vers le ciel. Et donc, avec notre outil, ce qu'on a pu évaluer, c'est la manière dont effectivement ça allait modifier le confort thermique, notamment au niveau des zones de passage, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Et donc, en l'occurrence, on a une réduction qui est tout à fait significative. Et puis, on a pu aussi évaluer comment cette solution elle allait venir ensuite impacter sur les consommations à la fois de chauffage et de refroidissement. Donc voilà, c'est simplement pour vous illustrer le potentiel de ces outils et puis surtout le besoin, entre guillemets, de disposer, encore une fois, pas d'un outil, mais bien d'une gamme d'outils qui va pouvoir répondre à des problématiques spécifiques et s'adapter aux besoins de chacun. Pour terminer, un petit clin d'œil, parce que je ne sais pas où en est cette proposition de loi compte tenu du contexte actuel, mais sachez en tout cas que fin juin dernier, il y a une proposition de loi, un projet de loi qui a été déposé à la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale
Et dans cette proposition de loi, il y a un certain nombre d'éléments qui concernent la problématique, enfin en tout cas qui sont liés aux îlots de chaleur et la question des microclimats. Et les différents items en tout cas que j'ai mis en valeur permettent effectivement de montrer combien les outils en tout cas que je vous ai présentés peuvent trouver effectivement de l'écho et de l'incarnation, peut-être dans un avenir proche, en tout cas au niveau réglementaire. Voilà. Merci beaucoup. On a du temps pour une petite question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sinon, il n'y a pas de souci, moi j'en ai. Je voulais savoir juste peut-être une petite question. On en parlait juste avant avec la question de madame. L'intelligence artificielle, si vous l'avez utilisée, est-ce que à quel moment elle est arrivée en ligne de jeu? Alors, je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. J'aime pas ce mot d'intelligence artificielle parce qu'en fait, il regroupe beaucoup de choses. Je dirais qu'il y a une partie de la réponse qui est un petit peu la même que celle qui a été évoquée tout à l'heure. Effectivement, vous avez vu, tout ça nécessite le traitement de données de manière massive. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est forcément mobilisé au travers de ces outils. Et puis, ce que je peux peut-être évoquer aussi, et qui relève probablement de ce scope, j'ai évoqué la BDNB, la base de données nationale des bâtiments, dans laquelle on géolocalise et on croise, on utilise le croisement géolocalisé d'une trentaine de bases de données publiques, et dans laquelle, je vous ai montré tout à l'heure, on produit des indicateurs. J'ai insisté sur l'indicateur de surchauffe urbaine. Hop là, je vais revenir dessus. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres. Il y a notamment un DPE qui apparaît, une lettre de DPE. La lettre de DPE, soit c'est le vrai DPE quand il existe. S'il n'existe pas, en fait, on resimule un DPE. Et pour pouvoir resimuler ce DPE, parfois, il nous manque des données. Et on utilise des techniques de data science pour pouvoir effectivement reconstituer avec un niveau de fiabilité. Vous verrez d'ailleurs, en fait, si vous vous connectez, vous avez un niveau de fiabilité en fait, sur les indicateurs qu'on donne. On reconstitue en fait des données pour pouvoir malgré tout donner une indication, par exemple sur un DPE resimulé dont on ne disposerait pas de l'information. Voilà ce que je peux peut-être donner comme élément de contexte. Merci beaucoup Stéphanie Deruino. Passons maintenant à un outil qui est en cours de création dans le pôle recherche de PCA Stream. Adrien Pointeau, je le rappelle, vous êtes responsable des technologies chez PCA Stream. Et vous, Camille Ouvrard, vous êtes architecte spécialisé en stratégie environnementale. Vous travaillez tous les deux à la création d'un nouvel outil d'aide à la décision d'analyse de cycle de vie. Et Adrien Pointeau, peut-être, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du pôle recherche que vous coordonnez ? Alors, je ne suis pas le directeur du pôle recherche, il y a quand même une autre personne. Mais effectivement, je souhaiterais... Le petit... Passer, excusez-moi. Avant de présenter le pôle recherche, je voudrais présenter un petit peu l'agence d'architecture, parce que ça va définir un peu le contexte de comment moi et Camille on travaille dans cette agence. On peut distinguer deux grandes entités, ou deux manières de réflexion, qui est la partie think de l'agence. Donc désolé pour l'accent anglais si j'y arrive pas, mais concrètement ça consiste simplement à essayer donc c'est une partie de l'agence qui est destinée à réfléchir aux enjeux sociétaux et environnementaux et planétaires actuellement qui sont en train d'être un peu bouleversés, pour essayer de réfléchir à une nouvelle forme d'architecture. Donc on a des chercheurs, on a des docteurs en urbanisme, des docteurs en architecture, pour justement essayer de dialoguer avec la partie scientifique. On a des personnes avec qui on fait des thèses, on s'associe avec différentes écoles, différentes entreprises privées et publiques, pour justement après essayer de récolter le maximum d'informations pour alimenter la deuxième partie de notre agence, qui est la partie build, qui est une agence d'architecture qui va justement essayer de concevoir des bâtiments tout en prenant en compte la partie recherche qui est faite à côté. Cette partie de recherche se traduit en au moins 3 items que vous pouvez voir actuellement. On produit des revues, donc on a ce qu'on appelle des streams qui vont du numéro 1 à 5. Donc c'est une revue qui est publiée, je ne vais pas dire de date, mais je crois que c'est à peu près tous les 2 ou 3 ans, ça va dépendre du temps de recherche. C'est des ouvrages qui sont, on va dire, une réflexion prolongée de plusieurs années et traduite après dans ces ouvrages-là qui servent après à alimenter nos projets. Il y a des choses qui sont également d'ailleurs assez intéressantes.
Dans le 2 que vous voyez à l'écran, on commençait déjà à parler d'AlterOffice et la suite des bureaux, comme on peut le voir actuellement, de ce qui se passe actuellement avec le marché de bureaux à Paris. On a également le Stream Voice, qui est un média qui est publié de manière mensuelle, qui va également traiter de divers sujets d'interview qu'on a au quotidien avec notre réseau. Donc on interviewe des philosophes, des chercheurs, on interviewe différentes personnes qui ont une expertise dédiée, et on essaie de relier tout ça justement pour après concevoir au mieux nos bâtiments. Et ça a donné lieu à l'ouverture il y a 2 ans, je crois, d'une extension de notre agence, qui est du coup le Stream Center, qui est dédié à un espace de diffusion et de partage de connaissances, dans lequel on fait venir des écoles ou des personnes pour parler de sujets via des cycles de conférences qui sont autour. On a eu un cycle de conférences notamment autour de l'IA et la création en architecture. Donc on fait venir vraiment de nombreuses personnes et c'est public, vous pouvez vous inscrire. On a un auditorium qui peut accueillir quand même pas mal de personnes. Les axes de recherche prioritaires dans le cadre de ce pôle recherche, on a la transition architecturale, le data, intelligence artificielle et la technologie, le sol et la biodiversité et les nouvelles programmations. Me concernant, j'ai un poste en agence d'architecture qui est quand même assez rare. Je suis actuellement responsable des technologies. Donc qu'est-ce que c'est comme ce poste-là? Concrètement, mon rôle, c'est simplement d'aider, C'est d'aider, on va dire, les collaborateurs à essayer de mieux concevoir leurs projets et également faire plutôt leurs tâches du quotidien. On a beaucoup d'architectes, forcément. Donc le but, c'est de faire de l'architecture. Pour ceux qui commencent à utiliser de nouvelles technologies, c'est un métier qui a tendance à légèrement changer, à utiliser de plus en plus Excel, des logiciels qui sont assez compliqués. Ils ont besoin d'assistance et c'est des tâches qui ne sont pas du tout à forte valeur ajoutée. Nous, en général, les architectes préfèrent penser à un projet et développer le projet. Si c'est pour gratter toute la journée des choses répétitives, c'est pas intéressant. Donc c'est là où moi j'interviens. Donc mon rôle, je l'ai divisé en trois grandes catégories. Ça va être sur la partie exploration de nouvelles technologies, de ce qui se fait sur le marché, le support et l'assistance aux collaborateurs et le développement de nouveaux projets. Sur la partie exploration, actuellement, il y a un gros sujet, donc c'est aussi le sujet de la présentation aujourd'hui, c'est toutes les solutions où l'intelligence artificielle peut aider les architectes dans leurs tâches du quotidien ou simplement le développement de projets, et également l'exploration de logiciels et de solutions, justement pour aider les architectes à toujours mieux concevoir en termes de qualité, mais aussi en termes de productivité. On est quand même dans le rôle où on est toujours amené à produire des projets de plus en plus vite, mais il faut toujours réfléchir au moins le projet de la même manière. Donc il faut toujours quand même avoir des outils à notre disposition pour concevoir le plus rapidement possible. Mes tâches du quotidien, il y a également forcément beaucoup de support aux équipes. Même si on a des équipes qui maîtrisent très bien les logiciels qu'on a dans notre agence, il y a quand même besoin d'assistance lorsqu'il y a des problématiques qui arrivent régulièrement. Et il y a également, ça c'est sur la partie des nouveaux projets, mais on développe également beaucoup d'outils dédiés. Donc j'ai également la casquette de développeur, donc on produit des outils qui sont disponibles que dans notre agence, que chez PCA Stream. Et du coup après, il faut les aider justement pour faire monter en compétence sur les outils qu'on peut développer chez nous. Et forcément après l'amélioration de tous ces logiciels et également, comme je disais avant, la partie formation tout autour de ça. Les nouveaux projets qu'on a dans notre agence actuellement tournent forcément de l'intégration de l'IA dans les process. Donc là, c'est un travail qu'on a commencé depuis quelques mois maintenant. C'est essayer d'identifier chaque tâche d'un projet ou chaque tâche du quotidien d'un architecte, donc que ce soit de la direction de projet à l'assistant de projet qui produit les maquettes numériques et les plans, pour essayer d'identifier les tâches qui pourraient être aidées avec de l'IA. Donc cette réflexion-là était quand même très intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte déjà dès le début que certaines tâches ne pouvaient pas être remplacées. Donc, je pense que vous en êtes tous contents d'apprendre ça quand même. Mais forcément, l'IA ne va pas, on en reparlera un petit peu après, mais l'IA ne va pas intervenir pour toutes les tâches. Et heureusement, notre esprit humain est quand même bien plus performant pour de nombreuses tâches encore, et j'espère pour très longtemps. Les nouveaux projets également tournent autour de la formation, forcément de la formation de l'IA. On a eu une grosse réflexion dans notre agence sur la partie de ne pas laisser des personnes derrière. C'est-à-dire qu'on veut faire une montée en compétences assez commune à l'agence. Donc ça passe par de la formation, de montrer un petit peu ce qu'on peut faire,
avec l'IA dans l'agence, parce qu'on a toujours, il y a toujours différents profils au sein d'une entreprise. Certains sont très moteurs et on ne veut pas les freiner pour qu'ils puissent toujours explorer d'autres solutions. Il ne faut pas perdre des personnes qui finalement seraient perdues dans leur charge de travail et n'auraient pas le temps d'explorer ces solutions-là. Donc c'est une tâche qui est quand même assez importante. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de développement logiciel. J'ai été agréablement surpris des 2 présentations d'avant où on entend rarement finalement dans nos métiers l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le développement de code. Actuellement, j'ai déplacé, j'en suis pas fier, mais c'est une donnée que j'ai pu regarder juste avant la présentation. J'ai dépassé les 900 millions de tokens utilisés dans le cas de développement de ce que je peux faire. Je suis tout seul dessus, donc c'est quand même un usage qui est quand même assez important. C'est énormément de temps actuellement de mon c'est ce que je mettais comme chiffre avant. Il y a la moitié de mon temps qui est le développement d'outils. Je me fais vraiment assister par l'intelligence artificielle dans ce cadre-là. C'est une tâche qui m'a fait gagner énormément de temps. J'ai développé avant l'arrivée de ChatGPT, donc qui était quand même, on a l'impression que maintenant ça fait longtemps qu'il existe, mais il n'existe pas si longtemps que ça. Donc j'ai appris, moi j'avais déjà appris à coder avant, et quand c'est arrivé, pour moi ça a été un changement assez colossal. Alors on n'a pas forcément sorti de chiffres, on a dit plus rapidement tout à l'heure. Moi je peux dire que je gagne au moins 10 fois de plus de temps, enfin je vais 10 fois plus vite, au moins, largement. Et ça justement, ça a pu me permettre de développer donc, le 4e item, une plateforme numérique à l'agence. Donc ça a été justement parce qu'on commence à avoir plein de plateformes à droite à gauche sur les données. On avait créé, alors on peut dire le nom, j'avais créé des SharePoint, on avait créé des différents outils pour rassembler la connaissance en fonction des métiers d'agence. Et le but, c'est essayer de tout regrouper en un seul. Donc tous les outils qu'on développe maintenant passent par une plateforme numérique web. J'arrive à lier donc, des logiciels de production à ça. On arrive à lier des données pour la finance de notre entreprise. Donc en fait, on touche à tous les sujets. Mais le but, c'est de regrouper tous les outils dans la même plateforme. Et je n'aurais pas été capable de développer ça en quelques mois. Donc on parle là actuellement de 2-3 mois, qui est une plateforme maintenant utilisée par tous les collaborateurs de l'agence. Quelque chose qui aurait demandé, si on passait par une entreprise externe, des centaines de milliers d'euros et des mois de développement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui est quand même très, très utilisé dans notre agence actuellement. On a identifié un petit peu, donc je l'ai déjà dit avec les quelques diapos avant, mais concrètement, on a réussi à rassembler. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a 3 grands cas actuellement. Comment l'IA peut servir à l'architecture, c'est surtout pour l'amélioration des méthodes, le développement d'outils dédiés forcément, et la centralisation de la connaissance. Ça a été un petit peu abordé avant aussi. On s'est rendu compte que dans certains cas, lorsqu'on a, par exemple, on va parler des concours qu'on peut avoir, nous, dans le cadre de nos projets, on a des concours où il y a vraiment énormément de données. On a la direction de projet qui a lu les documents, qui connaît bien le projet et qui connaît bien les demandes, mais dans certains cas, on a du mal à retrouver l'information rapidement quand l'information est dispersée dans des centaines de PDF qui font des centaines de pages des fois. Donc l'avantage de centraliser la connaissance, on a des outils maintenant qui nous permettent de requêter une base documentaire et d'avoir la réponse, ou du moins, parce qu'on ne fait pas toujours confiance à l'IA, au moins savoir dans quel document chercher et à quelle page. Donc ça, je vais passer un petit peu rapidement sur les différents 3 cas d'usage, mais actuellement, on distingue la génération de texte, donc ça passe par... Donc ça, tout ce que je mets à l'écran, c'est des choses qu'on a testées, ce n'est pas des choses qu'on utilise au quotidien. On s'est aperçu que pour le réponse par email, ce n'était pas forcément le meilleur des cas d'usage, mais c'est des choses qu'on teste beaucoup. Actuellement, l'un des cas les plus utilisés à l'agence pour l'instant, ça va vraiment être les résumés automatiques de réunions quand c'est pour des réunions internes, ou alors pour la recherche documentaire. On fait également beaucoup d'exploration sur la partie génération d'images. Alors, il y a un autre cas qui s'est greffé depuis maintenant quelques mois, mais qu'on n'a pas forcément mis parce que ce n'est pas encore trop utilisé, c'est la génération de vidéos, ou au moins d'images tout vidéo. C'est une production qui ne sert pas à produire des images, c'est-à-dire qu'on s'en sert essentiellement pour de l'exploration. On n'a pas du tout vocation à directement prendre à la base, à partir d'un simple prompt, générer une image qu'on pourrait envoyer à nos clients. Ça n'a aucun intérêt. Pour ceux qui ont testé, vous avez déjà tous dû voir qu'il y a toujours des défauts. On est très loin encore d'avoir des résultats qui soient efficaces. Donc on est plutôt pour de l'exploration. On a un pôle visualisation dans notre agence qui produit des très belles images. Et après, on s'en sert pour gagner du temps sur de l'exploration. Génère-moi une image-là avec un peu plus d'arbres. Génère-moi cette image-là dans un contexte où le soleil tape différemment pour explorer de nouvelles solutions et après faire l'image. Donc ça reste vraiment de l'IA, juste un assistant pour nous aider. Et le 3e cas, forcément, je vais passer très vite parce qu'on en a déjà parlé, sur la partie génération de code, donc tout ce qui va être pour l'autocomplétion, donc la génération plus rapide, et également quelque chose vu que je ne suis pas développeur, je n'ai pas forcément connaissance, c'est le test aux vulnérabilités.
on lui pose une question, est-ce que ma plateforme, qu'est-ce que tu vois qui ne va pas dedans? Est-ce qu'on peut se faire, est-ce qu'il y a des parties de code qui sont accessibles qui ne devraient pas être là? Est-ce qu'il y a plein de choses où justement l'assistant au code peut être hyper intéressante? Et je crois que c'est à toi. Alors pour faire le lien avec Adrien, je vais vous présenter donc notre démarche de développement d'un outil interne qui nous permettra de quantifier l'impact carbone de différents scénarios en phase amont. Donc généralement les analyses de cycle de vie, ACV, sont faites plutôt assez tardivement dans le processus de conception. En règle générale, c'est plutôt autour des phases APS ou Pro. Et donc nous, notre objectif, ça serait de développer un outil qui nous permettrait de quantifier l'impact carbone de nos projets très en amont, donc plutôt en phase esquisse ou en phase concours, puisque c'est à ce moment-là qu'on a besoin de données scientifiques qui nous permettraient d'aiguiller le projet. Il existe déjà beaucoup d'outils d'ACV, mais qui sont plutôt faits pour l'ingénierie. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment développer un outil fait pour le métier de l'architecture et qui puisse aussi rentrer dans notre charge de travail. Donc ce développement d'outils, c'est assez important pour nous puisque ça va permettre au métier de l'architecte de reprendre en main certains sujets environnementaux et donc sans être intégralement dépendant des ingénieurs. On va déjà se focaliser sur l'impact carbone des matériaux puisque pour les bureaux, programmes qu'on réalise en majorité, l'impact carbone des matériaux il correspond à environ 65% de l'impact carbone total. Donc c'est majoritaire et aussi c'est là où l'architecte a le plus d'impact. Donc pour développer cet outil, on a dû se questionner sur qu'est-ce qu'on avait besoin réellement. La difficulté de faire un outil qui est utilisé en phase amont, c'est que le projet n'est pas encore figé, il nous manque encore beaucoup d'informations, notamment des informations quantitatives, donc c'est-à-dire des mètres carrés, des mètres cubes, ainsi que des données environnementales, puisque les entreprises elles ne sont pas encore toutes sélectionnées. Donc, tout d'abord, pour les quantitatifs, il y a deux types de logiciels qui existent. Pour l'instant, il y a des logiciels qui font des pré-estimations et des ACV détaillés. Donc, les pré-estimations, c'est un logiciel qui va plutôt se baser sur des choix à sélection multiples, qui, lui, se base sur des ratios et des bases de données moyennes en open data. Et ça va plutôt quantifier une famille de projets. Donc c'est utilisé pour les phases amont, c'est extrêmement rapide, donc c'est plutôt ce qu'on recherche. Mais finalement, ça ne va pas être assez précis et pas assez représentatif de notre projet. C'est-à-dire que si on a une innovation sur le projet, ça ne va pas se voir dans ces calculs-là. Et du coup, ce n'est pas très intéressant pour nous pour pouvoir comparer différents scénarios. Et ensuite, les ACV détaillés, dont je parlais tout à l'heure. Et là, donc, c'est des ACV classiques qui utilisent des quantitatifs précis avec des données issues généralement des économistes ou des logiciels. Mais donc, c'est assez long, complexe. Et en fait, il y a une marge d'erreur pour nous, architectes, qui est vraiment trop grande quand on fait ce type de calcul. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment avoir donc, un calcul qui se base déjà premièrement sur des moyennes, donc avoir un premier calcul intermédiaire où on utilise des moyennes pour tous les lots qu'on ne connaît pas, et ensuite pouvoir rentrer des valeurs détaillées qu'on pourrait modifier pour avoir un résultat qui soit un peu plus proche de la réalité et un calcul plus réaliste. Alors enfin, donc la donnée environnementale, ça c'est peut-être la problématique la plus complexe, puisque la donnée environnementale, elle varie, déjà elle est très variable et en plus elle évolue très vite. On a décidé du coup de créer notre propre base de données en interne pour mieux contrôler cette donnée. Et pour ça, on va se baser sur deux choses. En premier, des ratios et des moyennes, qui sont là issus de groupes de travail, ainsi que la base de données de l'État, donc la base de données IGNIES. Et ensuite, notre REX interne, et donc là, des données vraiment de nos ACV en interne. On est du coup en train de faire un travail de collecte de la donnée de tous nos bâtiments où on a eu des ACV pour avoir des données qui soient plus précises sur nos propres modes constructifs. Et donc pour finir notre feuille de route, donc premièrement, on va déjà faire former les équipes. Donc comme disait Adrien, avant d'utiliser n'importe quel type d'outil, le mieux c'est de savoir déjà concevoir de manière pertinente sur ces questions de carbone. Et donc on va former toutes les équipes à avoir des ordres de grandeur en tête. Et ensuite, on va donc développer cet outil qui va nous permettre d'estimer assez rapidement le poids carbone d'une solution plutôt que d'une autre. Voilà. Écoute, juste pour Fétia, quand on avait préparé notre entretien, nous avez posé la question de quand est-ce qu'on espérait que cet outil soit disponible pour nous. Et effectivement, c'est comme on disait avant, l'avantage de pouvoir développer des outils en interne et d'avoir justement l'intelligence artificielle pour nous aider là-dedans, c'est au moins de pouvoir développer rapidement l'outil. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de date, mais concrètement, on sait très bien que d'ici la fin d'année, potentiellement, on aura déjà les premiers retours de cet outil-là, avec les données qu'on a déjà, justement, pour pouvoir avoir des estimations. Un des objectifs qu'on a avec ça, effectivement, comme l'a dit Camille, c'est de pouvoir garder la main et reprendre un peu la main sur la partie ACV
Les bureaux d'études le font soit trop tard, ou en général trop tard, et ils le font qu'une fois. Donc nous, on a besoin de faire des itérations pour nos projets, notamment dans la phase concours. Et le but, c'est d'avoir cet outil-là qui soit le plus simple possible, mais suffisamment précis pour donner des indicateurs entre un choix ou un autre, par exemple. Merci beaucoup. Est-ce que par rapport à ce projet-là en particulier, quelqu'un a une question à poser dans l'Assemblée? Non, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais savoir, lorsqu'on avait échangé, vous m'avez parlé notamment dans votre pôle du travail de veille qui était assez important pour être au courant finalement des dernières soit bases de données, mais aussi technologie finalement, de l'avancée, notamment par rapport à l'IA. Est-ce que vous pourriez développer Alors c'est quelque chose qui est très très dur à faire. Ça évolue extrêmement vite. C'est assez, je veux dire le mot assez insupportable, mais c'est très bien pour l'activité. C'est que moi je suis abonné à une dizaine de newsletters. Je reçois une dizaine de mails tous les matins. Je n'arrive même pas à lire tout ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis actuellement dans mon entreprise la personne qui est le plus à même à comprendre et être. Moi, j'ai envie de dire, je suis payé pour faire de la veille. Donc je cherche plein de choses. Et je suis constamment. On m'envoie toujours des Teams pour me dire regarde ce que j'ai trouvé et je ne sais pas comment la personne a trouvé cette information-là. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais il faut se tenir toujours à jour. Donc moi j'identifie, on va dire, j'essaie d'identifier les éléments les plus pertinents pour mon entreprise, forcément. Et après j'essaie justement de mettre ça en pratique dans l'entreprise. Donc ça passe vraiment par des échanges. Je fais des séries d'entretiens avec différentes personnes dans mon agence pour essayer d'identifier leurs besoins tout au long de l'année, pour après toujours avoir en stock des solutions potentielles à ces problèmes-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Si vous regardez un petit peu ce qui se passait il y a donc début 2023, c'est même choquant de voir à quel point ça allait vite. La génération d'images, alors la génération de texte, c'est on va dire l'intelligence, même si effectivement le terme n'est pas forcément très bien, mais tout ce qui va être génération de texte, de ChatGPT ou de Mistral qu'on utilise nous dans notre agence, c'est des choses qui maintenant, des modèles où on a l'impression que ça n'évolue pas tant que ça. Dès le début, ChatGPT nous fournissait déjà des réponses qui étaient satisfaisantes, ça s'est amélioré, mais actuellement on est dans un mode où là, déjà tout ce qui va être génération de texte, on est quand même très performant. La partie image s'est considérablement améliorée. On a actuellement des modèles open source qui viennent de Chine qui sont hyper performants. Ils ont une communauté là-bas de chercheurs qui est très très forte. Et actuellement, il y a de la vidéo qui arrive. Alors, on a des avis un petit peu similaires sur la partie est-ce que c'est bien de générer des vidéos avec de l'IA ou pas. Bon, on pense pas trop. Par rapport au coût environnemental que ça représente. Mais effectivement, c'est des solutions où il faut absolument se tenir à jour pour ne pas se faire surprendre. C'est-à-dire qu'on est un petit peu coincé entre vouloir y aller, parce que forcément, il faut se tenir toujours à jour et être toujours un petit peu, pas leader, mais toujours se servir des dernières technologies. Et après, on a la partie où on est en train de faire des projets de mieux en mieux d'un point de vue environnemental. Et finalement, on a l'outil qui nécessite, là, on a appris cette semaine, j'ai appris cette semaine que il allait avoir, je ne sais plus quelle entreprise allait construire un nouveau centre qui va consommer autant que la ville de New York et de San Diego réunis. Donc, on se demande vers où on va. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle doit rester à des usages dédiés et bien ciblés. Donc, c'est là où, notamment, nos rôles est important au sein d'une agence, c'est d'essayer de ne pas utiliser l'IA pour n'importe quoi. J'ai parlé, par exemple, de réponse à des mails. On a quand même un cerveau qui est encore performant actuellement. On n'a pas besoin de l'IA pour faire ça normalement. Donc c'est essayer d'identifier les cas vraiment où l'IA peut nous permettre de gagner énormément de temps et où c'est un gain quand même potentiel. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Ça permet de poser peut-être quelques questions. Déjà, peut-être d'interagir entre vous. Vous avez découvert les projets de chacun et les outils déjà aboutis des autres. Est-ce que vous avez des premières réactions, peut-être des points de convergence que vous avez analysés ou justement des approches différentes? Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite prendre la parole. Moi, juste sur la partie îlot de chaleur, on conseille notamment et à nos clients et à nos commerciaux d'utiliser les outils qui sont déjà en ligne et qui existent déjà. Donc ça, c'est vraiment
c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement performant et ça contribue aussi à rendre plus concret ces questions-là, d'autant qu'en plus pour nous qui finançons le logement social, on sait très bien qu'il y a des pans entiers du parc de logement social qui deviendront potentiellement inhabitables pendant une partie de l'année du fait des vagues de chaleur qui vont se multiplier et du phénomène d'îlots de chaleur urbain. Donc ça, c'est vraiment des outils dont on conseille l'utilisation et en plus la plateforme est particulièrement facile à utiliser, donc voilà, je vous conseille de l'utiliser parce qu'on le fait aussi dans le cadre de nos opérations. Est-ce que vous, dans la salle, une question ou deux est venue à vous Non. Je voulais revenir peut-être, je voulais savoir, par rapport chez PCA Stream, pardon, le pôle dans lequel vous travaillez, vous l'avez évoqué rapidement, mais vous m'aviez parlé lors de la présentation de l'entretien de vraiment, finalement, tous les avantages d'avoir un pôle de recherche à l'intérieur même de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez le partager à tout le monde? Comme présenté Adrien tout à l'heure, le pôle de recherche, il a tout d'abord commencé par de l'édition, donc c'était les livres qui étaient publiés. Et donc à la base, c'était plutôt des rencontres avec beaucoup de chercheurs, de scientifiques, d'artistes, et qui ensuite étaient publiés. Et il y a à peu près 4 ans, l'objectif c'était d'avoir plutôt une recherche appliquée. Et donc c'est monté un pôle de recherche où on est environ 7 personnes à peu près, avec des profils aussi qui ont des doubles postes, qui travaillent aussi dans les équipes de production. Et donc le but, c'est d'avoir vraiment cette recherche appliquée, d'avoir une partie de veille assez importante aussi sur tous les sujets. Donc moi, par exemple, je travaille seulement sur les sujets de stratégie environnementale, mais donc une veille sur tous ces sujets-là, et ensuite d'être directement impliqué dans les projets pour essayer d'apporter quelques innovations, que ce soit sur tous les thèmes qu'on étudie dans le pôle recherche. Donc voilà, il y a une personne qui vient de faire, donc Léon Alix, qui vient de rendre sa thèse, par exemple, sur la comptabilité de la biodiversité il y a une semaine. Et donc l'objectif ensuite, c'est de créer des formations et des guides pour pouvoir appliquer directement tout ce qu'elle a appris dans sa thèse dans les projets. Et c'est un peu le processus qu'on a toujours de manière de travailler sur tous nos thèmes. J'ai peut-être juste une question pour vous, mais sur les questions d'adaptation et de résilience, du coup, sur vos projets, est-ce que vous développez des outils pour intégrer ces questions-là dans les... On ne développe pas encore d'outils pour l'adaptation et la résilience. Par contre, quand on qualifie tout le temps les effets d'îlots de chaleur et ces questions de température, notamment au niveau des thermoaéroliques, donc au niveau de l'urbain. On le fait aussi pour les façades. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas faites tout le temps il y a quelques années. Mais maintenant, pour n'importe quel concours, avant de créer une façade, on va faire une simulation de radiation pour être sûr de la manière dont on doit la modéliser. Donc c'est peut-être pour l'instant, l'adaptation, c'est pas encore extrêmement pris en compte. On était beaucoup sur l'atténuation du réchauffement climatique, donc ce qu'on a présenté là, tout ce qui va être calcul d'impact carbone. Et l'adaptation, c'est, je pense, qui va venir après. Mais donc là, on ne va pas forcément développer d'outils internes, parce que là, c'est des outils vraiment plus complexes, qui seraient un peu trop durs. Mais par contre, on utilise du coup les outils en ligne que vous avez présentés. Est-ce que je voulais juste rajouter aussi sur l'intérêt d'avoir un pôle recherche, et également aussi nos clients nous le disent tout le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on fait nos présentations de concours, ils sont à chaque fois, on nous dit, il y a toujours une note pour nous féliciter sur la partie développement du projet, sur la partie recherche qu'on arrive à faire avant et comment on l'applique dans nos projets. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose, on ne va pas non plus se vendre comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui est très apprécié de nos clients. Et on a toujours réussi justement à prendre le plus que l'on peut sur les recherches qu'on faisait pour essayer de les appliquer dans nos projets. Donc toujours essayer de garder, on va dire, une évolution de projet qui respecte les différents changements mondiaux, entre guillemets. Merci beaucoup à vous tous d'avoir présenté vos outils et vos projets d'outils. Merci à vous d'avoir assisté à ce focus. Place maintenant dans quelques minutes à Jérôme Gauss pour la keynote de clôture intitulée « Osez l'imprévisible, soyez antifragile ». Et je vais laisser la scène dans quelques instants à Alexandre Excoffon pour vous la présenter. Merci.